tout de suite. Émission. Mesdames, Messieurs, voici en toute franchise, qui reçoit aujourd'hui une figure de proue de la presse du Lualaba, Gaston Mouchid. Il va faire son entrée, on va l'accueillir. Nous allons nous entretenir avec lui pendant 30 minutes. Hey yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man, respect on time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. Voilà, là je n'ai rien à lui apprendre. Déjà lui-même il est en train d'agencer son micro et tout. C'est vraiment un plaisir que de vous avoir dans cette émission en toute franchise. Ah ouais. Votre spontanéité à venir parler, c'est un honneur. Merci. Vous êtes le directeur de la RTMA, mais un homme de culture également, connu à travers le monde par ce que vous faites, par vos apports. La RTMA depuis 2009, vous avez un souci. C'était lequel? Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Arrivé, non, hein. La vie, c'est un combat. J'ai d'abord dirigé la radio communautaire libre, RCL, et puis elle est communautaire. Et quand M. Boni m'a proposé de piloter un projet d'une télévision, je me suis dit que les journalistes étaient considérés comme de mendiants, des gens qui travaillaient pour rien, quoi. J'ai souhaité créer un média commercial. Comme ça, des gens qui seraient là, soit de travailleurs, donc de journalistes, de reporters, d'animateurs, techniciens, qui doivent avoir un salaire, qui ont des soins médicaux, qui doivent se sentir en train de travailler. Parce que nous avons des institutions qui forment des journalistes, mais pour qu'ils soient des bénévoles, au final, ce n'est pas un métier. C'était ça mon premier souci. Avec RTMA, on a lancé les projets radio commercial, avec numéro risque commercial, identification nationale, impôts et consorts. Dieu merci, ça fait 9 ans et les projets ont tenu. On est resté commercial et on a donné de la valeur aux journalistes. Aujourd'hui, on ne peut pas se moquer de quelqu'un qui vient pour un reportage à qui il faut payer les transports. Parce que le média lui-même peut subvenir à ce besoin. Mais arriver, non. Parce qu'on a fait RTMA Kolosi, RTMA Kasaji, RTMA Dilolo, RTMA Sandoa, RTMA Musumba, mais il reste Fungurume, Lubudi, et on s'est dit pourquoi pas à l'extérieur. Donc le besoin est là. Est-ce que c'est pas de la fausse modestie, parce que c'est quand même la fille aînée des télévisions, c'est un média qui porte, c'est de la qualité, mais pourquoi vous dites que vous êtes très relatif là? Oui, parce que aujourd'hui, je suis très content que l'univers médiatique de la ville de Kolwezi ait aussi d'autres médias comme Wangu, comme Mukuba, comme Life. Je suis content parce que j'ai aussi un modèle. J'avais difficile à créer tout, il fallait créer, il faut innover, mais aujourd'hui il y a Palmier, il y a Lissano, Wangu, Mukuba, et ça me fait plaisir parce qu'il y a finalement une concurrence. Et la concurrence permet à ce qu'on fasse bien le travail, parce qu'il y a aussi une autre vue, une autre façon de voir les choses qui vous permet d'innover davantage. Arriver, non, je pense qu'on continue à se battre. Kolosi on air,
On parle de vous là-bas, on parle de RTMA, mais on parle également des conditions difficiles. Est-ce qu'il y a une amélioration aujourd'hui? Oui, disons que le film a été tourné pendant une période à laquelle nous avons été foudroyés. De l'émetteur en passant par la table de mixage radio et même vidéo, tout était bousillé. Donc on a connu successivement comme ça 2 foudres qui nous ont compliqué la tâche. C'est pendant cette période qu'un réalisateur belge est venu. Il travaille avec moi, il est assistant de Thierry Michel comme moi en France, plutôt en Belgique, à Liège. Il a compris, malgré les difficultés qu'on avait, on a été foudroyé, il n'y a pas d'assurance, donc il n'y a personne qui peut vous aider, il n'y a pas de subvention de l'État, mais malgré ce qu'on a eu comme conditions difficiles, les jeunes gens, les jeunes femmes continuent à se battre, à donner de l'information à la population d'Ecolosie. Ça l'a beaucoup touché, c'est comme ça que Idriss Gabel, c'est comme ça qu'il s'appelle, a tenté d'initier un projet de film. Il a présenté en Europe, il y a eu comme ça de producteurs qui ont accepté de financer un film qu'il a tourné sur RTMA. Mais c'était une vision de Kolwezi à travers les journalistes, parce que quand les journalistes descendent sur terrain, ils vont à gauche, ils vont à droite, c'est comme ça qu'on a balayé Kolwezi à travers un film qui s'est appelé Kolwezi on Air. Mais quand vous parlez du foudroiement de la RTMA, mais la réputation de la RTMA, c'est aussi quand il y a la foudre, et tout est calciné, mais à quelques jours après, on reprend, vous faites comment? Disons que nous avons tous un double. Et on a connu comme ça 2 foudres pendant une semaine. Nous avons une première foudre qui a grillé l'émetteur, le mixeur vidéo, les caméras, tout ce qui était branché. Ça nous a pris 2 jours pour remettre ce qui était en réserve. Et quand on a mis ça, au bout des 4 jours, on a été encore foudroyé. Donc, malgré toute la technologie de sécurité par rapport à l'antifoudre, nous avons connu une 2e foudre. Donc, il nous a mis à plat. Malgré ça, on a même mis en noir et blanc. Donc, j'ai remercié en passant les téléspectateurs qui nous ont fait confiance. Donc, on a émis même en noir et blanc, la tension est baissée et ça nous a pris comme ça 2 mois pour nous relever. C'est une épreuve difficile, mais Dieu merci, on s'en est sorti. Professionnel de médias, comment jugez-vous le travail de journaliste là-bas? Ici, je suis vice-président de l'UNPC et je suis aussi représentant de journalistes en danger. Les travails des journalistes dans cette province commencent à s'améliorer. Et je suis content parce qu'avant, il y avait quand même des chaînes communautaires sans trop de moyens. Mais aujourd'hui, quand je vois le matériel, les équipements qu'ont Wangu, qu'ont Mikuba, qu'ont Amani, Life, Palmier et Kolwezi Alissano, je suis content d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus l'emploi qui a été créé. Mais là où je ne suis pas encore d'accord en tant que patron de médias, c'est que je souhaite que tous les autres médias puissent engager des gens et les employer. C'est un boulot. Les gens finissent les études, ils doivent être payés. Il ne faut pas les utiliser comme des bénévoles parce que là, c'est de la tricherie. RTMA n'a pas de fonds supplémentaires pour payer ses agents. Nous avons des agents qui sont payés avec l'argent des communiqués, avec l'argent de publicité, avec les entrées. Ils sont payés, ils ont les soins médicaux, ils sont rémunérés et ils se disent travailleurs. Comment est-ce qu'on peut nous dire que dans un même environnement, qu'il y ait des médias qui emploient des gens et qui ne soient pas payés? À la fin, ils travaillent. Vous êtes peut-être arrivés les premiers, vous avez tous les annonceurs. C'est une confiance aussi lorsque vous êtes... Non, dire le premier, non, je ne crois pas. Et puis, les taxes, vous savez que ça coûte cher. Mais les minimums, ce que je veux, parce que quand on crée... Tout ça, c'est du matériel acheté. Ça coûte cher. Hein. Moi, je connais le prix d'une caméra 4K et qu'on sort. Le micro lui-même, déjà, le micro que nous avons ici, ça vaut de la fortune. Et je me dis, quand on a investi pour acheter des micros, des caméras, pour embellir un studio moderne comme c'est le cas avec Wangu,
Donc il y a un peu d'argent aussi pour payer les agents pendant quelques mois. Le temps que Ouangou, je n'en veux pas, Ouangou qui vient de commencer, il y a un temps pour cultiver, un temps pour récolter, mais avant, j'imagine qu'il y a quand même un peu d'argent pour supporter le train qui va démarrer. Et lorsque le train est en marche, je crois que le DG qui est en face de moi pourra lui-même prendre relève. Donc c'est valable aussi dans d'autres médias, parce que souvent on a de jeunes gens qui travaillent jusque tard. C'est un métier difficile, le travail de journaliste. Nous avons la malchance ou la bonne chance de dire tout haut ce que les gens disent bas. Et comme ça nous crée des ennemis. Il y a des gens qui ne nous aiment pas parce que vous avez osé parler du mal de ce qu'il fait, alors que nous, c'est les faits, c'est les informations, on doit informer la population. Alors, nous voulons vraiment que le journalisme soit un métier noble. Des journalistes, c'est des gens qui disent, qui posent des questions au président de la République, qui posent des questions au gouverneur, qui posent des questions au ministre pour que la population puisse être informée. Donc nous devons nous faire respecter et être respectés. Et on sent que vous luttez contre ce qu'on appelle à Kinshasa le coupage, ici le kawarma. C'est un peu ça aussi votre cheval de bataille. Oui, mais en même temps, ce que je veux, c'est que on mette les journalistes à l'abri du besoin. Parce que si on ne le paye pas, il deviendra journaliste alimentaire. Donc il va devoir monnayer son information, il va monnayer ses interviews, il va le faire avec sentiment, ce qui ne va pas bien marcher. Or, s'il est payé, il s'est dit c'est un boulot, moi je dois le respecter, le faire respecter. Autrement, aujourd'hui, quand on met un journaliste à la porte, il va dans une autre maison de presse faire la même chose. Mais quand il sait que ici je perds un boulot, il va se respecter. Les coupages, moi je les considère comme chez les policiers. Les policiers de circulation, ils prennent le rapport et qu'on sort, parce qu'ils sont mal payés. À l'époque des musées, quand les policiers recevaient bien leur argent, on ne le voyait pas déranger la population ou les militaires. Donc si les journalistes sont bien payés, évidemment, il n'y a pas de salaire qui plaise à tout le monde. Je sais que même le président de la République vous dira qu'il n'est pas hors besoin. Mais au moins qu'on garantisse les minimums comme un emploi. Et à ce moment-là, je suis presque sûr que les journalistes cesseront de quémander. Vous êtes le vice-président de l'UNPC, là-bas. Vous êtes donc un des patrons de journalistes ici. Mais c'est quand même une structure mal lotie. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. C'est aussi ça le problème. Oui, ça se varie. Il faut dire que l'UNPC n'a pas de bureau parce que il n'y avait pas suffisamment de médias pour cotiser. Comme toute organisation syndicale, l'UNPC devrait vivre des cotisations de membres. Les membres, c'est des radios et des télévisions. Quand vous avez des radios dites communautaires qui ne payent pas la cotisation, maintenant qu'il y a de médias, il y a suffisamment de médias, j'imagine que les cotisations peuvent revenir pour permettre à l'UNPC de se faire, d'avoir un bureau et que nous puissions installer une permanence de manière à régler. Que peut être l'apport des politiques du gouvernement provincial, par exemple, dans l'essor de l'UNPC et l'essor des journalistes? Bon, moi, je suis quand même mal éduqué. Hein. J'ai horreur de quémander, j'ai horreur de demander des dons. Je pense que Dieu nous a créés avec la tête, avec l'intelligence pour créer, et il y a moyen. L'organisation crée le moyen. C'est un droit, là, la subvention à la presse. Oui, mais c'est le gouvernement national qui doit subventionner, mais qui ne subventionne pas. Vous connaissez comment ça se passe avec un budget de 4 milliards, il n'y a pas moyen de subventionner. Mais je nous dis que Ouangou cotise, RTMA cotise, Palmier, Life et tout ça, il y a moyen de louer un bureau, de bien le meubler et d'avoir un directoire que des pensées que tel peut nous donner. Je crois que la politique de la main tendue, c'est une politique qu'il faut exclure. Et vous êtes de GED, correspondant. Parfois, vous êtes là pour défendre, vous êtes toujours là pour défendre les journalistes, les médias, mais parfois vous-même, vous êtes interpellé. Vous passez quelques moments en détention, etc. Mais c'est quand même aussi compliqué. C'est le risque de métier. Déjà, ce métier, c'est un travail difficile. Je le disais au début. Être journaliste, c'est très facile parce qu'on est à la télévision. Ça fait plaisir de parler devant le micro, mais en même temps, nous prenons la charge. C'est comme une sorte de parafoudre. Quand aujourd'hui il y a de bonnes routes qui sont inaugurées, on nous applaudit par le gouvernant. Mais le jour où les mêmes routes se détériorent et qu'on en parle,
ça ne leur plaît pas, ils ne sont pas contents que vous en parliez. La même chose avec la situation, hausse de prix, quand ça travaille c'est bien, quand ça ne travaille pas c'est pas bien. Donc nous sommes à charge et à décharge. Donc à ces moments-là, nous entrons dans ce métier en prenant en charge les deux côtés, c'est-à-dire le journalisme peut vous amener partout et nulle part. Hein. Les journalistes, mais moi, c'est les journalistes et les cinémas qui m'ont amené en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est le même journalisme qui m'a amené dans les geôles. Je me suis fait arrêter, je me suis fait bastonner parfois. Donc le journalisme vous amène partout, il faut être conséquent. Mais les X, c'est de persévérer, parce qu'à un moment donné, on nous arrête, on nous tue parfois pour nous intimider. Mais la vérité reste la vérité. Il faut se battre pour la vérité. Beaucoup avant nous ont compris ça. Il y a des gens comme Mohandas Gandhi, le Mahatma, Martin Luther King, et bien d'autres qui ont donné même de leur vie pour que la vérité triomphe. Aujourd'hui, longtemps après, on se rend compte que même de la prison, on peut faire quelque chose. C'est parfois pour intimider que les gens aient peur de faire ce qu'ils doivent faire. On ne peut pas parler de démocratie sans journalisme, sans presse indépendante. Nous sommes en quelque sorte d'alerteurs. On dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a telle route, il manque d'eau, il y a ceci, et c'est ça notre travail. Mais quand on vous intimide et que vous cédez à ces moments-là, vous n'êtes pas un bon journaliste. En tant que responsable de journalistes en danger, je sais que les journalistes et le Vert sont toujours en danger. Donc ici déjà, à Ouangou, à peine commencé, j'ai eu à régler quelques problèmes de journalistes d'ici, alors qu'ils faisaient bien leur travail, mais ça a déplu à certaines personnes. Donc il faut qu'on sache que nous sommes là, il faut travailler, même s'il y a des emprisonnements, même s'il y a de tueries, même s'il y a ceci, mais la vérité finit par triompher. Il faut travailler, il faut aimer son travail et le faire bien, parce qu'il y a d'autres qui les font mal, parfois qui nous donnent de la peine à les défendre. Un journaliste défendable, c'est comme les deux de Ouangou que j'ai sortis du cachot parce qu'ils sont allés faire un reportage arrêtés alors qu'ils étaient en train de travailler. Ça vous donne la fierté de défendre un cas comme ça. Mais il y a parfois des journalistes, parce qu'ils ont arnaqué de l'argent, ils se font arrêter, et alors vous êtes mal dans votre peau pour défendre ces journalistes. Mais les journalistes honnêtes, parce que moi, je suis tous les cas, à Colosie, il y a très peu de journalistes qui sont arrêtés pour avoir escroqué, pour avoir fait ceci. Souvent, c'est quand ils font leur travail. Donc, je nous dis, vous et moi, et tous ceux qui nous filment et nous réagissent, que nous avons un métier difficile, mais noble, parce qu'il donne de la valeur à l'humanité. Gaston, c'est aussi un homme de culture. Et on vous voit toujours avec des grands réalisateurs. Et il y a aussi Makala. Et là, c'est vraiment, on parle de la vie d'un charbonnier. Tout à fait. C'était émouvant. Mais ça parle quand même de la négativité de la province. Est-ce que ça ne nous a pas dérangé, vous? Négativité, non. Disons que moi, je fais les hautes études de cinéma documentaire en Belgique. Et j'ai commencé à travailler sur plusieurs projets. Ça, Makala, c'est pas mon premier projet. On a travaillé Congo River avec Thierry Michel. Après, on a fait l'irrésistible ascension de Moïse Katumbi, Katanga Business, Tchébéa, un crime d'État, et éventuellement d'autres films comme Kalani, sur les traces du pouvoir ancestral Lunda, Un défi à relever. Et aujourd'hui, on est à Makala. Makala, c'est un portrait de la vie. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ces films? C'est parce qu'on s'était rendu compte que quand les grands se réunissent pour parler des déboisements, pour parler de la préservation de la nature, ils oublient le petit. Et nous avons pris un portrait d'un petit, c'est-à-dire un charbonnier du nom de Kabouita, qui vit. Derrière Kabouita, nous avons peint les portraits de plusieurs autres charbonniers. Vous et moi, nous avons difficile à voir du courant 24 heures sur 24, d'où nous recourons au Makala pour notre cuisson. Nous sommes nombreux dans cette ville, et quand on va au village, c'est la même chose. Donc c'est une ressource épuisable. Mais alors, quand il y a de fonds verts, comme au Kenya, une fois j'ai vu que dans le village, quand on refuse aux gens de couper les arbres, on donne en contrepartie un peu de sous pour que les gens aient du courant et qu'ils ne puissent pas couper. Mais ici, on ne donne rien. Donc,
COP 21, COP 22, COP 23, ils décident, non, il ne faut pas couper les arbres. Mais comment vont vivre le villageois, le paysan, qui ont pour tout travail que ça? Vous et moi, on a appris les laboureurs et ses enfants, où on nous apprenait qu'il faut travailler, il faut couper, il faut bêcher, il faut creuser. Mais alors, au village, vous voulez demander à Kabuita de ne pas couper les arbres, parce que ses enfants, ils doivent étudier, ils doivent lui manger, ils doivent soigner ses enfants qui sont malades. Comment il le fait? Il va chez Macron ou bien il va chez les présidents chinois. Vous connaissez que dans cet environnement mondial, ce sont les États-Unis qui sont les grands pollueurs, suivis de la Chine et des grandes puissances. Et ils ont pollué leur nature, mais ils veulent demander aux Congolais de ne pas utiliser leur forêt parce qu'il faut préserver la nature. Et ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'en Europe, dans les débats, quand le film est sorti, on est passé dans plusieurs pays européens pour le débat avec les écologistes. On a démontré à la face du monde qu'il faut aider ces gens-là, parce que les courants, il est bien utilisé par les entreprises ici, européennes, anglo-saxonnes et consorts, mais pas pour les Congolais lambda. Donc, c'est eux qui doivent nous aider à trouver du courant. D'une part, de l'autre. Et aussi, on a peur de la tracasserie. Il y a des gens de l'environnement qui prennent de l'argent sur le Makala, au lieu de reboiser, ils mettent dans leur poche et ils prennent parfois des sacs de farine et des Makala. C'est de la corruption. Pour moi, de mon point de vue, c'est la corruption qui tue ces pays. Vous allez voir, vous achetez une parcelle à tel prix, mais à la banque, combien on met? Vous trouvez des chefs de service qui disent être mal payés, mais qui roulent carrosse, parce que c'est la corruption. Si on pouvait mettre tout cet argent dans des caisses de l'État, je crois qu'on aurait un budget qui peut permettre... Et au-delà de ça, les gens, ils voient cette image d'un charbonnier dans une province très riche. Ah oui, mais c'est ça la réalité. Ce qu'il faut, c'est la voiler. Tous les jours, quand vous sortez d'ici, vous voyez combien de gens ramasser le papier, combien de gens souffrir, combien de gens vivent avec des fardeaux de creusage et consorts. Il y a très peu de riches. Et c'est une redistribution qui ne suit pas le cours normal. C'est ce qui fait que nous, cinéastes, on est des historiens du présent. On essaye de dire ce qui se passe. Quand vous voyez Kabuita, et dehors, ici, vous allez voir des charbonniers comme lui, vous verrez des gens qui souffrent comme lui. Nous sommes nombreux à souffrir. Voilà un tout petit peu ce que nous allons vous... Dans un documentaire, c'est la réalité du réel. Les documentaires, ce n'est pas une fiction où on donne des jeux de rôle. Là, nous voyons la société, on la filme telle qu'elle se présente. C'est ce que nous avons fait. Donc il y a un côté positif, c'est un côté de plaidoyer, parce qu'avec les écologistes, j'ai attiré l'attention sur le petit paysan, mais aussi au gouvernement de faire un effort pour que nous ayons une classe moyenne. Les journalistes, finalement, ils terminent en faisant la politique. Ça, oui, ça vous tente, hein? Oui, ça ne me tente pas. C'est en fait une décision que je prise. Comme vous le dites, c'est écœurant que de dénoncer parfois au prix de la prison, parce que vous dites la vérité, parce que vous attirez l'attention des décideurs sur ça ou ça. Alors, nous décidons d'aller en politique. Et moi, je ne veux pas faire la politique politicienne, je veux être un député. Et quand je suis député, c'est pour finalement prendre le désirata de la population et n'est pas provincial, national, provincial, et ne pas me faire arrêter parce que j'aurai l'immunité. Cette fois-là, quand il y a un ministre qui ne fait pas son travail, on l'interpelle. Combien de fois dans ce pays, l'impunité, ça tue le pays. Combien de fois est-ce qu'on a interpellé un ministre? Quel est le ministre qu'on a déjà chassé? C'est là la question. Vous voulez être député, mais puis après, c'est vraiment des problèmes entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial. C'est de l'amitié. Et puis non, du tout. Non. Moi, je crois que, vous savez, les textes de ce pays sont des très bons textes. Le problème, c'est l'application. Un député, c'est ces genres d'hommes ou des femmes qui défendent les intérêts de la population. Nous sommes comme une sorte de soupape. Les députés sont là pour que quand l'exécutif ne fait pas ce qu'il doit faire dans son plan, qu'on l'interpelle, qu'on lui demande de faire ça. Mais vous avez des députés, parfois qui n'ont jamais parlé. Les gens, quand ils manifestent, on envoie la police pour les chasser, alors que les députés pouvaient les recevoir et poser leurs problèmes à l'exécutif. Donc il y a comme une sorte de silence complice. La population est abandonnée à son triste sort. Alors, pour ne pas me faire arrêter, je souhaite devenir député, comme ça je peux interpeller avec l'humilité et faire valoir le droit des pauvres. Il y a quelqu'un qui vous a écrit, il s'appelle Dieudo, il vous a écrit au 09 98 36 22 61, c'est le numéro de l'émission. Il dit, vous êtes spécialement spécial.
Merci, monsieur Dedo. Oui, c'est vrai que vous voulez devenir député, mais après on voit ceux qui sont députés qui vont au gouvernement, ils veulent devenir ministres, ils veulent devenir vice-gouverneurs, gouverneurs, et puis après ceux que vous avez élus, c'est un peu compliqué aussi. Le problème, c'est qu'on fasse respecter les textes. Quand je regarde les gens qui me regardent, je suis fier d'être journaliste. Je ne le regrette pas parce que je suis la voix des sans-voix. Et je fais bien ce métier. J'ai commencé la profession depuis 97. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Donc, parler pour la population, moi, ça ne me gênerait pas. Pour aucune chose au monde, je vais tenter d'oublier la population parce que je me bats depuis que je suis journaliste à cause de ça. Depuis que je fais les théâtres, depuis que je fais les films. Vous vous rappelez, et je vous ai cité de films très chauds dans ce pays, mais nous voulons vraiment que l'homme... Les richesses, il y en a dans ce pays. Regardez Sicomine. Ils doivent prendre 10 millions de tonnes de cuivre et 650 tonnes de cobalt pour faire les 5 chantiers dans ce pays, la RDC. Mais des Kapata, ici, il n'y a pas de route. Et tout autour des Kapata, il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas de courant. Mais attendez, est-ce que c'est l'argent qui manque? Aujourd'hui, la tonne de cobalt coûte $100 000. Et la tonne de cuivre, 6 500. Où va cet argent? Tous les jours, on voit les tracts passer, on voit les routes se détériorer. Mais où va cet argent? Voilà des questions qu'il faut se poser et essayer de faire une bonne redistribution. Tout le monde ne sera pas riche. Mais il suffit qu'un journaliste soit bien payé, un policier soit bien payé, un militaire bien payé, un fonctionnaire de l'État bien payé. Et je crois que les minimums de vie, c'est possible. J'ai vu dans d'autres pays et nous pensons que c'est possible dans ce pays. Et vous êtes sûr qu'il y a des électeurs qui vont opter pour votre candidature, qui vont voter pour vous à Colosie? Je suis candidat. Si les gens pensent que je vaux la peine, je mérite d'être élu, ils le feront. S'ils pensent que je ne peux pas, ils ne m'éliront pas. Je suis sceptique, donc je suis candidat, pas député. Donc les élections, c'est un moyen par lequel il faut passer démocratiquement au pouvoir. Mais si ça ne marche pas, je ne me tuerai pas non plus. Hein. Donc je vais comme dans un match de foot en sachant que la victoire peut venir, tout comme l'échec. Mais beaucoup de gens m'ont poussé à le faire et j'ai confiance. Et l'actualité, c'est aussi le dauphin. On l'attendait. C'est une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise. Comment ça? Je crois que le chef de l'État n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Il y avait tellement la pression nationale, internationale, parce qu'au pays, il y avait la CENCO qui prévoyait de faire de marche. Il y a eu comme ça l'opposition qui prévoyait des choses. Et à l'extérieur, il y a le gel. D'abord, on a gelé pas mal de biens. Parce que les hommes politiques, ils gardent l'argent à l'extérieur. Parce qu'ils savent que le jour où je ne suis pas aux affaires, je vais bouffer cet argent. Mais si on le gèle, et dernièrement, les sanctions étaient au niveau même, commençaient à se réduire. On a dit, alors on va attaquer tout le monde et tout ça. C'est comme ça que le chef de l'État lui-même avait dit qu'il allait respecter la Constitution. Moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de problèmes avec le chef de l'État. Moi, j'ai des problèmes avec son entourage. Il a mal choisi son entourage parce que lui, il a ramassé tous les boboutistes, ces gens qui ont coulé Mobutu. Je me rappelle des gens qui ont dit à l'époque que quand Mouzé est arrivé, que Kisangani n'allait pas tomber. Je parle ici de Kengo Adondo. Je vois des gens comme Lambert Mende qui ont pris les armes pour combattre Mouzé. Je vois des gens comme Alain Atundu. Je vois des gens comme Alexis Ntamoué Mamba, qui ont tué des gens dans les avions et tout ça. Mais le chef, lui, a pris ces gens comme des conseillers. Et moi, je dis que dans un sac de charbon, on ne peut pas y tirer de la farine blanche. Ils n'ont pas réussi à stabiliser la politique de Mobutu. Ils ne pouvaient pas non plus stabiliser la politique de Kabila. C'est comme ça qu'ils l'ont induit en erreur, en lui disant « Reste Chikata ». Aujourd'hui, Dieu merci, le chef de l'État n'a pas entendu Chikata. Parce que ça n'allait pas bien marcher. Au Chikata, au Oumela, au ceci, en violation de la Constitution et des lois de la République. Dieu merci, le chef de l'État a compris, il a trouvé un dauphin. Ce qui est intéressant, c'est l'alternance. Vous avez un message de la part d'un auditeur, il dit « Courage Gaston, mais forme les autres comme toi, M. Kayembe Adiour ». Merci beaucoup, c'est ce que je fais. Au-delà de ce que je fais, parce que ce n'est pas une émission autobiographique, je suis formateur de journalistes.
Et ça, si c'est pas un secret, les directeurs ne me contrediraient pas. Le gouverneur a mis $20 000 pour la formation des journalistes et nous sommes en train de préparer des formations. Mais ici à Kolwezi, plusieurs fois, nous avons organisé des séances déontologiques et professionnelles auxquelles moi je pris part. J'ai formé donc à RTMA, je le fais aussi pour d'autres médias. Et Bonjour Ouangou, félicitations à M. Gaston, c'est un bon patriote. Vous avez des électeurs, décidément. Courage et fonce, Henri. merci. Et il y a aussi, bonjour Ouangou, c'est Machingo Gaudens. J'encourage beaucoup Gaston Bouchid, il est bon pour la présidentielle. La députation provinciale Il est trop n'est pas à son niveau. Pourquoi il doute de lui-même? Vous doutez de vous-même? Qu'est-ce qui se passe? On commence un voyage de 1000 km par un pas. On ne sait jamais, peut-être que vous avez le fameux jeton et que vous serez candidat à la présidentielle. Mais, en tout cas, au fait, Kolwezi, c'est à la base, c'est les minéraux. Il y a un code minier. Comment vous l'avez accueilli, vous? L'ancien ou le nouveau, moi, ça ne me gêne pas beaucoup. L'ancien code minier était déjà très bon, comme les autres lois de la République. Mais il n'a jamais été suivi des faits. Regardez les entreprises. Kolwezi, c'est les poumons économiques de la République démocratique du Congo. Nous avons toutes les grandes entreprises, KCC, Moumi, TFM, Sicomine, Comus, Boss Mining et j'en oublie. Mais les codes veulent que, autour des sites miniers, autour des entreprises, que ces entreprises-là s'occupent des sociales. Regardez vous-même la route qui va vers KCC. Regardez vous-même la route qui va vers Sicomine. Regardez vous-même. Donc ça pose un problème. Les codes lui-même a prévu qu'il y ait une redistribution. Quand il y a des offres d'emploi, on n'en voit pas beaucoup. On voit seulement les gens venir, ils sont engagés. Alors les enfants de Kolwezi ne les sont pas. Je vois les Chinois eux-mêmes conduire les camions. Ils sont là devant le pelleteuse, alors que c'est un métier qui devait être réservé aux Congolais. Et tout ça est dit dans l'ancien code minier et dans le nouveau. Mais qui est là? Qui va parler pour eux? Qui va demander à un Chinois de ne pas conduire et de laisser ce travail de chauffeurs aux Congolais qui n'ont pas de boulot? Et c'est ça qui est important. Donc les lois ou les codes miniers, il est bon. Mais si on peut l'appliquer, je crois qu'il y a moyen que les gens se les trouvent. Est-ce que Gaston a un parti politique, Tony Onia? Oui, je suis de ACD, l'Alliance Congolaise Démocrate, parti des Bonimbangu, et je suis dans un regroupement qui s'appelle Avançon, d'Edmond Bazambang, qui s'appelle Avançon, qui est à Kolwezi. Bonjour Ouangou, c'est Shadrach Boukassa, courage à Papa Gaston. J'attends toujours parler de lui, mais aujourd'hui, j'entends toujours parler de lui, mais aujourd'hui, je l'ai senti, courage, Papa percé, et notre pays a besoin de vous. Merci beaucoup. Et mais voilà. Mais comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du Lualaba? Le Lualaba est en train de décoller. Je me rappelle, il y a quelques années, on a mangé ici les bisongela, le vimba, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de taxis. Je me rappelle qu'il y avait les gens devaient monter dans un taxi qui fumait, on achetait un litre de carburant. Aujourd'hui, il y a tellement un trafic intéressant. Avant cette émission, j'ai couru parce que je venais d'un enterrement. J'ai eu difficile à arriver à temps parce que il y avait d'embouteillage partout. Donc, Kolwezi est en train de se relever, mais je souhaite que ça se relève pour tout le monde, pour l'enseignant aussi, pour les fonctionnaires de l'État, pour les agents même électoraux, pour tout le monde. Je crois que avec ce que nous avons comme minerai, si on travaille bien, il y a moyen de multiplier, comme l'a dit le gouverneur une fois, qu'on ait plusieurs entrées. Pas seulement le mine, parce qu'il suffit que les cours de métaux baissent, nous allons souffrir. Nous avons souffert ici quand KCC a dégrené. Donc on a besoin de faire de grandes plantations, de ne pas aller en Zambie chercher la tomate, de faire de grandes plantations et de faire une reconversion. On va quand même terminer. Demain, politique, Gaston Bouchid, il a déjà un dauphin. Est-ce qu'il a préparé la relève? Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, parce que moi-même, quand vous dites que je suis cinéaste, je suis entre l'Europe et l'Afrique. J'ai une équipe de gens capables qui font que quand je ne suis pas là, RTMA continue à fonctionner.
Donc on a été plusieurs fois meilleure chaîne, et pas seulement pour moi, mais parce que j'ai travaillé avec une équipe de gens qui savent ce que je fais, de manière à ce que... Et vous avez donc répondu à la question de quelqu'un qui dit félicitations à Gaston Bouchide. C'est un bon candidat, et quelle sera la RTMA après Gaston Bouchide? Nous sommes en train de chuter, et je prends juste la dernière question. Salut Wangou, c'est Ratis. J'encourage Monsieur Gaston parce qu'il dit des choses avec franchise. Il dit ça il y a toute franchise. Bonjour Wangou, je félicite Gaston Bouchide. Comment va? Je sais pas, j'ai pas bien compris là-bas. Courage Monsieur Gaston. Parler, est-ce que vous parlez avec la voix de son voix? Je sais pas c'est quoi la voix de son voix. Non, parler voilà. Pour ceux qui n'ont pas de voix. Voilà. Voilà. Et donc, nous allons quand même terminer cette émission sur quelle note? Je vous remercie. Je vois que la confraternité fonctionne très bien. Je suis fier que nous soyons unis. Nous sommes tous des journalistes, quelles que soient les différentes dénominations de nos médias, mais nous sommes de la même profession. Donc, nos intérêts à nous journalistes sont les mêmes. Je vous remercie pour m'avoir convié à cette émission. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser, et éventuellement des téléspectateurs qui ont pris leur temps pour suivre ce qu'on avait à leur dire. J'aimerais quand même donner la chance à ces 3 dernières préoccupations. Il y a quelqu'un qui nous dit vous parlez bien, et vous parlez très bien. Lui n'a pas fait la littérature, il veut faire ses métiers. Comment s'y prendre? Je crois qu'il y a des études de sciences des communications. Nous, on n'a pas eu la chance de le faire, mais moi, je le fais sur l'État. Donc, je me suis formé sur l'État parce que j'aime beaucoup ce métier et je le fais. Il y a moyen de le faire. Il y a beaucoup d'écoles actuellement. Et Chani Akage, qui est au camp SNC, qui dit qu'il est, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qu'il est derrière vous. Merci Gaston, courage, nous avons besoin de vous. Merci Gaston. Merci à vous. Que de vous dire courage. Hein. Ouais. Et merci beaucoup d'être venu chez nous. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de recevoir une figure de proue de la province du Lualaba, Gaston Bouchide. Il est directeur de la RTMA et homme de culture. Et à très bientôt, Mesdames, Messieurs.